Même s'il est ultra puissant, en boxe anglaise pure, là j'ai aucun doute. Salah est au-dessus. Pour moi, Salah, top 5, pour pas dire numéro 1. Ce serait dommage de ne pas avoir évolué Salah à l'UFC. La rue, les femmes, faut être hyper vigilant parce que quand il sort d'ici, malheureusement, il nous appartient plus. Alors Morgan, c'est assez incroyable, mais c'est quelqu'un qu'on a vu évoluer au 100% Fight. Ça n'a pas été simple parce qu'il n'a pas pris des combats faciles en début de carrière, mais tout le mérite qu'il a, c'est de ne pas avoir lâché, parce qu'il aurait pu lâcher depuis un paquet de temps. Des désillusions, il a été volé, il me semble, au Cage Warrior à l'époque. Il aurait pu arrêter sa carrière. Et il n'a jamais rien lâché. Aujourd'hui, de le voir au plus haut niveau, ouais, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce qu'il est aussi passé par le 100% et qu'il mérite, lui aussi, parce que c'est un beau travail. Il lâche rien et le fait d'être à l'UFC, je pense que pour lui, c'est une fierté parce que c'est là où il a toujours voulu aller. Et le fait que Salah ait pu le rencontrer, en tout cas, moi, j'étais fier de ce que j'ai présenté parce que c'était un tournoi. Alors l'année, je m'en souviens plus, mais je sais que c'était un super combat, une intensité incroyable dans cette salle. Puis de voir Salah gagner contre Morgan, qui était très très fort à l'époque, ça a montré de ce que pouvait devenir Parnasse déjà. Donc ouais, très très fier. Ouais. Alors William Gomis, alors ça c'était à l'Embarcadère sur Aubervilliers. Alors William, que j'appelle à l'époque, il n'avait pas rejoint la Hatch Academy à l'époque, il était originaire du Havre, donc je l'appelle pour un remplacement de dernière minute. Et le gars me dit ok, mais s'il te plaît, attends, je vais quand même appeler mon oncle. Et son oncle, c'était Grégory Baben, voilà, qui était un petit peu surpris de sa décision parce que je l'avais appelé vraiment une semaine avant le fight. Et il avait très très envie, donc il a réussi à discuter avec son oncle et à lui dire s'il te plaît, laisse-moi faire ce combat. Et il l'a convaincu. C'était un combat acharné, c'était un combat difficile pour Salah parce que William Gomis fait partie aussi de ces combattants qui lâchent rien. Mais encore une fois, c'est un combat qu'on a réussi à gagner et quand on voit où sont arrivés ces petits jeunes aujourd'hui, ouais, ça fait plaisir. Il faut savoir qu'un William Gomis, à l'époque, je crois qu'il était champion du monde déjà de Sanda, c'est pas rien. Donc ça a certainement mis Salah en confiance et lui faire comprendre qu'il est fait pour ce sport. Et encore une fois, depuis, il lâche pas, il s'entraîne 2 fois plus que les autres et je pense qu'il a compris. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir et je suis pas certain que tous l'aient compris. On peut comprendre cet état d'esprit. Salah est doté d'armes pour le MMA, incroyable. Mais encore une fois, et ça fait des années que j'en parle, on a besoin de le mettre à l'abri. Il a besoin de se mettre à l'abri lui-même. Il a pris confiance de ça. On évolue, on est en France. C'est pas facile. On a des impôts à payer. Donc oui, il prend des grosses sommes, mais ces grosses sommes-là sont fractionnées malheureusement. Il faut payer l'État, c'est normal. Il faut payer le management, il faut payer les profs. Et c'est des sous qui partent. Du coup, même si le chèque est assez conséquent, quand on le découpe, il reste pas forcément grand-chose. Alors bien sûr que c'est relatif, mais par rapport à son investissement, on fait très attention. C'est un investissement certain qu'à la fin, il faut que le résultat il soit là. C'est-à-dire que le KSW nous mettait bien, entre guillemets, et qu'on devait y rester le plus longtemps possible. Alors, bien sûr, d'un point de vue sportif, ce serait dommage de ne pas avoir évolué ça là à l'UFC parce qu'ils sont censés être les meilleurs. Je pense qu'ils sont les meilleurs. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'on ferme pas la porte. On ferme pas la porte à l'UFC, mais qu'on soit juste reconnu comme tel. Ça veut dire, proposez-nous autre chose que des petites bourses, parce que même si vous avez l'habitude de pas forcément payer très cher vos athlètes, faites l'effort pour des gens comme Salah, qui ont une double ceinture en KSW, pour qu'on puisse venir chez vous. On ferme pas la porte. On sait que d'un point de vue financier, on est bien aujourd'hui. Après, faut voir les propositions. Après, il y a plein de choses à négocier avec l'UFC. Combien de combats pour le titre? Combien vous nous faites rentrer? Si on trouve des partenaires qui pourraient éventuellement compenser ce qu'on perd au KS, mais en même temps, au KS, ça fait 7 ans, c'est un peu la maison, on est considéré, alors qu'à l'UFC, on est certainement des pions. C'est une machine à cash, on sait comment ça se passe. Aujourd'hui, tu gagnes, demain tu perds, c'est fini. Au KS, c'est pas comme ça. Donc, on se gratte la tête, on se pose des questions, mais on est très stratégique aussi. Encore une fois, on ferme pas la porte à l'UFC, on voit. On n'en a pas parlé, mais on a aussi une cellule de management qui s'appelle DNA Management, sur laquelle on a pas mal de Français
qu'on a signé au KSW, dont Wilson Varela, Salah forcément, et plein d'autres. Avoir un main event au KSW franco-français, ça montre aussi qu'on ne s'est pas forcément trompé sur le choix de cette organisation il y a près de 7 ans, où on était un petit peu montré du doigt. Qu'est-ce que Hatch va faire là-bas? Pourquoi Salah a choisi cet orga? Et aujourd'hui, je suis assez content du travail réalisé parce que il y a un paquet de Français qui signent dans cet orga. Et nous, on a vu le travail de cette organisation. C'est juste gigantesque en termes d'effets spéciaux, son, lumière. Ils sont vraiment au top du top. On reconnaît que l'UFC reste d'un point de vue com hyper important, mais de mettre en lumière cette organisation-là, j'ai pas à en rougir aujourd'hui puisque je pense qu'on a fait le job pour tous les Français qui ont signé. Et content surtout d'avoir ramené le KSW en France, et ça on le doit aussi à Saladin. On le doit et il faut que les gens puissent le reconnaître aussi. Striking, mais ils ont à peu près le même point fort. Je vois un Salah qui est hyper concentré, vigilant parce qu'on sait que Varela en striking c'est quelque chose, mais Salah c'est un félin, quand il voit l'ouverture il saute dessus et là je veux dire c'est incroyable, il pique Wilson et ensuite il abat sa proie quoi. Une fois qu'il est dessus, il ne le lâche plus, il s'arrête plus et ça donne une belle victoire et l'histoire continue. Salah il a des prédispositions. Voilà, c'est incroyable. Mais dès l'âge de 11 ans, j'ai déjà compris, même si à chaque fois je le dis, il était bedonnant, mais d'une agilité incroyable. Il n'aimait pas perdre et c'est un beau travail. C'est un gars qui lâche rien, il sait où il veut aller et comment il doit y aller. Donc moi, j'ai pas forcément cette télécommande où j'ai besoin de lui dire tu dois venir et faire ce genre de travail. C'est automatique. Je lui ai dit une fois et maintenant c'est automatisé. Il a des profs qui s'occupent de lui et ça se passe relativement bien. C'est une éponge et c'est surtout un bosseur. Et aujourd'hui, il est récompensé. Maintenant, pour en revenir à la boxe anglaise, encore une fois, cette agilité qu'il a, que ce soit en MMA ou en boxe anglaise, c'est pas tout le monde. Et quand on va faire des sparring chez des boxeurs de type international, enfin des Français qui évoluent à l'international, je veux dire, c'est incroyable. Cette aisance qu'il a, cette intelligence de combat, alors même si c'est pas un produit de l'anglaise, mais encore une fois, c'est des prédispositions qu'il a. C'est juste l'œil, ce timing qu'il a, c'est pas tout le monde. Mais celle-là, il a ce petit truc-là. Donc je pense qu'il a un avenir certain aussi dans cette discipline. Les points forts, forcément, il a une très bonne caisse. Maintenant, on le sait tous, il se donne les moyens pour, mais il a l'œil et le timing. C'est sa force. Et cette agilité aussi. Dans le MMA, quand tu es au contact, il a des facilités à se retrouver dans le dos de ses adversaires. Et ça, on le retrouve en boxe anglaise. Et ça, ils n'ont pas l'habitude. Pour lui, c'est une facilité. Ça veut dire que même, on pourrait se dire, il a des aptitudes en MMA, ça pourrait le freiner pour la boxe anglaise. Non. Tous les atouts du MMA, du moins sur la partie haute du corps, forcément, c'est un atout pour lui, pour la boxe anglaise. Écoute, on avait des accords avec Cédric il y a quelques mois parce que j'ai signé en fait un contrat avec le KSW et c'est pas avec toutes les organisations qu'on peut faire ça, c'est de faire 2 combats de boxe anglaise pendant son contrat du KSW, donc 2025-2026. Ça fait 9 mois qu'on travaille sur cette opposition avec des accords et ça fait 9 mois que je cherche une salle. Du coup, il le sait très bien, donc je l'ai tenu informé de toutes mes recherches. On est tombé sur l'Adidas Arena il y a 2 mois maintenant, 2 mois et demi. Pareil, je l'ai tenu informé parce qu'il voulait absolument combattre dans les termes évoqués dans le contrat. Et au dernier moment, il a voulu plus d'argent parce que la pression, certainement, des gens qui lui parlaient, très certainement, ou peut-être la peur de Salah, je sais pas. Et il a fallu prendre une décision parce que je sentais que ça devenait très fébrile, et on s'est dit on va arrêter l'hémorragie maintenant plutôt qu'à une semaine de l'événement. Donc changement d'adversaire, on n'y perd pas forcément au change parce que Petit Jean, donc l'adversaire, le nouvel adversaire de Salah, c'est quelqu'un d'assez pro, voire très pro, un très beau palmarès, un titre de champion d'Europe, une défense de titre de champion d'Europe aussi, 4 fois champion de France, très actif jusqu'en 2023, c'était son dernier combat. Donc non, je pense qu'on n'a pas forcément perdu au change. C'est quelqu'un qui est très entraîné, donc il va falloir qu'on soit très vigilant, beaucoup plus qu'avec Vitu, qui a priori n'était plus trop dans le coup. On était censé prendre un Vitu en pleine forme, et c'est avéré que j'ai senti que c'était plus trop ça. Je pense, un gars qui va aller jusqu'au bout, ça va être un Siroun. Siroun, ça passe très vite. Alors pourquoi Siroun? Parce que c'est un élite 3, et en élite 3, c'est Siroun maximum. Ça va être un très très beau combat, et on va voir comment va s'en sortir Salah. C'est simple, il lui fallait quelqu'un d'expérience. On a eu quelqu'un d'expérience, on a quelqu'un qui part en bagarre. Salah, encore une fois, c'est quelqu'un
d'intelligence. Je pense que Petitjean est tout aussi intelligent, certainement. Et Salah aime relever tous les défis. Donc c'est un défi qu'on va tenter de relever, bien entendu. Et s'il doit se lancer, et si on prétend qu'il soit aussi bon, et ben ce défi-là, on doit le passer. Et on va le passer. Mais ça n'enlève en rien les qualités de Petitjean, qui est très vif. Plus petit que Salah, certainement. Enfin, certainement, ouais, plus petit que Salah. Mais encore une fois, quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc il va falloir cadrer, mais il va faire du Salah. Donc je suis pas forcément inquiet. Écoute, Topuria, on le savait déjà, une puissance à l'état pur, la mi-distance maîtrisée. Alors moi, ce qui m'a surtout surpris chez Topuria, c'est son sol. Donc un combattant hyper complet. Ce sera difficile d'aller le chercher. Maintenant, on va me prendre peut-être pour un fou, mais je pense que Salah a toutes les armes. Donc ouais, bien sûr, je kifferais voir un Topuria Parnasse si c'est là où tu veux en venir. Ce serait vraiment top. Par contre, si je peux me permettre, même s'il est ultra puissant, en boxe anglaise pure, là, j'ai aucun doute. Je pense que Salah est au-dessus. Faudra juste pas la prendre, quoi. Après, ça reste peut-être des rêves, hein, mais pas si loin quand même. On va continuer à travailler en MMA, ça c'est une certitude. Mais il faut savoir qu'entre deux combats, on a du temps pour l'anglaise. Donc pourquoi pas. Non, je suis transparent, largement top 5. Et c'est vrai que c'est peut-être facile pour moi de dire ça parce qu'on n'y est pas. Mais je connais les capacités de Salah, je sais dans quel mood il se met quand il a un combat important. Et que ce soit au KS, même s'il a un top 30 en face de lui, dans sa tête, il faut qu'il passe. Donc il se dit que le mec là en face de lui, il n'est pas 30e mondial, il est numéro 1. Il faut qu'il le balaye, quoi qu'il arrive. Donc vigilance, agilité, puissance, tout parle dans le combat. Quand on voit ça là, chaque combat est important. Même si les spectateurs le donnent gagnant peut-être bien à l'avance parce qu'on est critiqué par rapport à ce choix-là. Mais c'est pas nous qui choisissons. Donc on nous met les top 1 européens, top 2, top 3, top 10. Nous, ce qu'on doit faire simplement, c'est juste gagner. Donc non, pour moi, ça là, top 5, pour pas dire numéro 1. Voilà, après, il faut être objectif. Est-ce que je le suis? Je pense l'être un petit peu, mais j'y crois vraiment. Aujourd'hui, les combattants qui tapent à notre porte veulent le Graal tout de suite, mais on leur fait comprendre. Alors on est un petit peu dur, mais si on est dur, c'est forcément pour les mettre face à leurs responsabilités et à la réalité surtout. C'est que tu peux pas y arriver. Si tu veux passer des étapes plus vite que la musique, à un moment donné, tu te plantes. Et nous, on veut pas se planter parce que d'une, tu représentes la Hatch Academy, et de deux, par respect pour toi, on veut pas t'emmener dans le mur. Notre but, c'est que tu excelles. C'est pas d'abandonner au bout de 6 mois parce qu'on va tout mettre en place avec les profs qu'on a, parce qu'on a quand même du très haut niveau à la Hatch Academy. Je vais les citer, j'en profite. On a quand même Arnaud Templier qui est là depuis près de 15 ans sur la partie striking, c'est pas n'importe qui. On a Boris Johnston, on a un spécialiste du sol maintenant du monde de Nabil, on a Jamel sur la boxe anglaise, on a un préparateur physique, Michel Gillot, qui lui était sur l'INSEP depuis des années, connu et reconnu. Donc tous ces gens-là à disposition pour des amateurs et des futurs professionnels, c'est un investissement de notre part. Donc on va pas leur faire perdre leur temps et surtout pas faire perdre de temps aux combattants. Donc tout de suite on lui dit, frérot, donne-toi. Si tu veux réussir, il faut te donner. Et le B, il n'est pas avant le A. Donc on commence par A et on va dans l'ordre. On leur parle français. Bah écoute, là c'est un petit prodige qui nous a rejoint il y a presque 3 ans maintenant, qui s'appelle Wael Kambouche, 17 ans et demi, aujourd'hui 18 ans. Donc quand on l'a signé à l'ARES, il était très très jeune. Et je pense que c'est un produit entre guillemets à devenir. Je dis un produit parce qu'aujourd'hui maintenant les combattants avec Instagram sont devenus un peu des produits, mais lui ça reste un futur grand, du moins je l'espère. Il a vraiment tout pour réussir. Il est fluide, il est rapide, il est technique pour son âge, donc je pense qu'il a un avenir tracé. Il a 18 ans comme je vous l'ai dit, mais à 18 ans, il y a plein de paramètres auxquels il faut faire très attention. L'entourage, la famille qui est forcément derrière lui, donc ça c'est un avantage aussi pour nous, mais un ado, 18 ans, la rue, les femmes, faut être hyper vigilant parce que quand il sort d'ici, malheureusement, il nous appartient plus. J'ai aucune inquiétude quand il est dans nos locaux. Après, à l'extérieur, il faut être vigilant. Donc là, la famille prend le relais, mais entre nous et la famille, il se passe des choses. Donc il faut être vigilant par rapport à ça, mais pour l'instant, tout se passe pour le mieux avec Wael. Je pense qu'on a montré la voie avec Salah, qui a commencé à l'âge de 11 ans. Et le fait de commencer tôt dans cette discipline, qui est quand même très complexe, où il faut être agile, avoir du cardio, être explosif, puissant, fort en striking, fort au corps à corps, fort en lutte, sur le travail de transition. Donc si tu commences pas tôt, tu risques d'arriver à maturité, très certainement, mais pas dans ce domaine-là. Le striking, ok, ça a montré ses limites. La lutte, elle a aussi montré ses limites. Il faut être complet. Donc pour être complet, il faut commencer tôt. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à maturité dans cette discipline en MMA en France. Et on se dit que si on commence pas tôt, on ne pourra jamais atteindre l'Olympe.
c'est pas mal, Ah ouais. Ça me fait du bien de voir ces images-là. Ouais, ça me fait quelque chose. C'est Enzo, c'est mon fils. C'est mon fils que j'ai tenté de mettre au sport depuis le plus jeune âge. 4 ans, je l'ai mis à la piscine. Il se démerdait comme un fou. Il a commencé à nager à l'âge de 4 ans, c'était fou. Il a fait du vélo quasi très tôt. Il a marché très tôt. Il a tout fait très tôt. Par contre, le MMA, il s'y est pas mis tôt. Il s'y est mis un peu tardivement. Il a eu le déclic là, il y a quelques temps. Donc c'est pas évident de mettre son fils en avant sur le 100% fight. Mais ça me fait plaisir. Parce qu'on a cette complicité depuis longtemps. Il a envie de réussir et c'est pas simple. Et il a choisi une discipline vraiment très compliquée. Maintenant, il a grandi aux côtés de Salah qui lui s'entraîne régulièrement depuis qu'il a 11 ans. Le fait d'avoir commencé beaucoup plus tôt a plus de facilité et il s'en donne les moyens. Et j'essaie de faire comprendre à mon fils qu'il faut se donner les moyens pour réussir. Je l'ai baigné un petit peu dedans, je l'ai lâché dans la cage aux fauves. Et puis ouais, il se démerde pas trop mal. On attend de voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Là, il a un combat au mois de novembre en Belgique. Voilà, donc il va se préparer et on va voir ce que ça va donner. Mais ça fait plaisir. En tout cas, le fait d'avoir son fils qui combat dans son organisation, c'est très prenant. Ça là, c'est aussi la famille. Je suis dans un état second aussi quand Salah combat. Après là, c'est mon fils dans le sens où il n'a pas été aussi régulier que Salah, donc j'ai un peu plus de pression parce que je sais qu'il lui manque des armes. Salah se donne beaucoup plus les moyens parce que c'est quasiment son métier. Lui, il a un métier à côté, il n'a pas les armes que Salah a, forcément. Donc du coup, beaucoup de pression pour pas qu'il se fasse laver. Forcément, c'est mon fils. Mais pour en revenir à Salah, j'ai aussi la pression parce qu'il y a l'inconnu, tous ces facteurs-là qui peuvent intervenir. C'est pas tout à fait la même pression, mais ça reste une sacrée pression quand même. Ouais, écoute, là c'est du très haut niveau. J'ai commencé très tard la lutte, j'ai commencé à 26 ans. J'ai adoré le contact. J'ai fait comme je pouvais. C'était pas simple, donc en très peu de temps, j'ai fait des titres champion de Paris, j'ai gagné les régions et ensuite je suis parti voir des grosses écuries comme les Diables Rouges à Bagnolet. Et ensuite, on s'est intéressé à l'équipe 1 de l'époque, c'était l'US Métro. Donc, je me suis inscrit à l'US Métro et on a fait champion de France par équipe. L'équipe 1, voilà. C'était pas simple du tout parce que le fait d'avoir commencé tard, c'était compliqué pour moi, mais j'adorais ça. Mais là, on parle de très haut niveau. J'aurais aimé commencer plus tôt pour finir tout là-haut. Encore une fois, j'ai aucun regret puisque je pense que tout ce que j'ai fait, je l'ai bien fait et on en voit le résultat aujourd'hui. Moi, j'étais un peu bagarreur à l'école et le contact, j'aimais ça. Donc avec un ami d'enfance qui est pionnier du MMA aussi, qui s'appelle Jean-Louis Alberche, on s'est dit il faut aller chercher le meilleur club de lutte parce que moi je préférais ça. Donc lui est parti s'orienter sur la partie striking et moi sur la partie lutte. C'est parti de ça, les petites bagarres à l'école et je me suis dit putain pourquoi pas. J'ai commencé tard mais j'ai trouvé quelque chose d'attirant dans cette discipline. Elle m'a beaucoup aidé dans ce sport qui était le MMA à l'époque où le corps à corps les gens ne maîtrisaient pas du tout. Donc je suis arrivé au Cajun Club et les mecs m'ont dit putain c'est incroyable cette technique de lutte et je pense qu'elle s'est démocratisée à mon avis à ce moment-là, tu vois, parce que les mecs c'était des bons strikers, des bons jutsuka, des bons grappleurs, mais la lutte c'était pas trop à la mode à l'époque. Quand tu vois la tenue, c'est vrai que ça donne pas envie de faire de la lutte, mais moi j'ai dépassé ce cap-là. Moi c'était tout ce qui était technique, contact, pression, puissance, agilité, voilà ça me plaisait. J'ai voulu mettre ça au service du MMA en essayant de montrer ce qu'était la lutte et je pense que à ma petite échelle, j'y suis arrivé. Tu vois les changement de rythme dans le MMA où on avait avant les lutteurs avec des Mark Coleman qui maîtrisaient leur discipline et ensuite les strikers, les Holloway, comment ça marche un petit peu sur tout le monde. Et là, on revient avec Chimaev qui montre que la lutte reste un sport important pour le développement du MMA. C'est des cycles, c'est exactement ça. J'ai voulu mettre en place des événements, sauf que la lutte c'était déjà assez exposé à l'époque. Et en pratiquant cette discipline, je me suis aussi orienté vers le grappling. À l'époque, c'était au Cajun Club. Et je me suis rendu compte que les combattants MMA n'étaient pas mis en lumière en France. Logique, c'était pas légalisé. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire des événements de pancrace. Et là, j'ai commencé à monter un événement le 2 juillet 2005, donc ça remonte à près de 20 ans maintenant. Mais on voulait toujours pas en entendre parler, même du pancrace à l'époque. Donc il a fallu que je le mixe avec des événements culturels comme le breakdance et j'ai mixé en fait l'extrême gladiator, donc c'était mon premier événement le 2 juillet 2005, breakdance fusion avec du pancrace. C'était au gymnase Japy dans le 11e arrondissement, ça a super bien fonctionné, on a fait 3 éditions et là le pancrace est rentré dans les mœurs et j'ai pu lancer le premier événement 100% fight à Coubertin avec comme parrain à l'époque Cheikh Congo et on a blindé Coubertin, c'était incroyable et là je me suis dit vraiment un truc à faire et puis on a enchaîné donc le 100% fight, les contenders.
Les Contenders, c'était plus la division 2, des jeunes rookies qui devaient gagner les Contenders pour pouvoir accéder au 100% Fight. Après, il y a eu le Road to the Contenders, donc on a monté les événements à l'envers, 100% Fight, Contenders, Road to the Contenders, et ensuite on est parti pour une sélection donc amateur, semi-pro et pro. Et on connaît la suite, 100% Fight, sont passés les plus grands comme Ngannou, Morgan Charrière, William Gomis, il y en a un paquet, on a répertorié près d'une quarantaine, voire une cinquantaine de combattants. Volkanos Demir, Marty. Voilà, donc aujourd'hui j'ai cette fierté d'avoir servi de lampe de lancement pour ces combattants-là. On peut appeler ça comme ça, moi je dirais plus tremplin pour l'international. Donc les gars, c'est vrai qu'ils pratiquaient le pancrace, même si leur discipline de prédilection c'est le MMA. Après on fait avec les armes qu'on a. À l'époque c'était le pancrace, mais ça a plutôt bien fonctionné puisqu'on voit évoluer maintenant ces jeunes combattants français à l'échelle internationale, et UFC, KSW, Bellator, PFL. On est assez fiers du travail. Le problème, c'est qu'on a fait un très gros travail et on a après les grosses firmes qui arrivent et qui posent leurs valises. Et puis voilà, le problème, c'est que nous, on est un petit peu artisans du MMA et on n'a pas le soutien nécessaire pour pouvoir faire de grosses cartes, puisque après les combattants, il faut les rémunérer en tant que tels. Et ce que proposaient les grosses firmes, c'est ce qu'on ne pouvait pas leur proposer. Du coup, on est resté focus sur l'amateur et je pense qu'on va relancer le pro dans quelques temps. Voilà. Mais maintenant, oui, ça a été difficile pour nous de voir arriver des grosses enseignes comme Ares, Hexagone. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Donc on a tracé des tranchées, on nous a suivis et ensuite on s'est écarté pour laisser passer les bulldozers. Mais là, on est prêt à refonctionner dans le sens inverse. C'est-à-dire on est derrière eux, on voit comment ils bossent et voilà, j'espère qu'on va prendre les devants. Reprendre les devants. Le problème, c'est qu'on m'identifie trop comme businessman. Mais là, c'est pas du tout ça. La boxe, pour Salah, c'est sa passion depuis le plus jeune âge. Il adore la boxe anglaise. Donc, ok, on a vu Francis Ngannou s'illustrer en boxe anglaise et prendre des millions. C'est pas forcément ce qui nous anime. Salah voulait absolument tenter d'exceller dans cette discipline. On a eu l'opportunité. On s'est dit, c'est maintenant. C'est génial. On a l'opportunité de faire de la boxe anglaise en pro. C'est génial. Donc non, sincèrement, on veut faire de l'argent. On fait monter Salah. On prend un mec tout pourri là sur le fight et ouais, génial, on s'éclate. Non, là on a pris un mec sérieux, on va essayer de se jauger, voir réellement ce qu'on vaut, mais en combat, pas en sparring. En sparring, on sait qu'on est bien. On a échangé avec Yoka, on a échangé avec Papo, on a échangé avec Samake, il a échangé avec Shkitu. Donc en sparring, il est bien, ça là. Il est très bien. Maintenant, là, c'est le combat. C'est un combat officiel. Il faut voir comment il réagit. Et il s'essaye dans cette discipline en combat, encore une fois. C'est ça qui nous passionne et qui nous anime. On va voir ce que ça va donner. Et ensuite, si demain on nous propose des gros cachets, on ne va pas dire non, forcément. Mais en tout cas, il faut bien prendre note que là, c'est la passion qui anime ça. La boxe anglaise, ça a toujours été dans sa tête. Et j'ai tout fait pour tenter de mettre en place cet événement. Et aujourd'hui, on y est. You may hear him. Down goes Frazier. That means killing.